Bonjour à tous et bienvenue dans cette correction de l'option comptabilité Annales 2022, donc qui est tombée fin 2021. L'objectif ici, c'est bien sûr de vous présenter le corrigé, mais aussi de vous donner quelques informations, quelques éléments de compréhension afin que vous puissiez vous préparer de manière optimale si jamais vous passez le concours cette année. Alors commençons tout de suite par le premier exercice qui était un exercice plutôt orienté d'analyse financière, ce qui permet de rappeler d'ailleurs que comme vous l'avez sans doute déjà compris, les différents exercices sont un peu connotés, c'est-à-dire que vous en avez un qui va plutôt porter sur l'analyse financière, un autre plutôt sur les écritures, un autre plutôt sur les calculs type contrôle de gestion, et enfin un quatrième qui peut être peut-être davantage conceptuel et porté sur des notions de cours et de compréhension de la comptabilité. Donc l'annale de 2022 n'y échappait bien entendu pas. Pour ce qui est d'abord de l'exercice numéro 1, donc de l'analyse financière, on vous demandait de calculer un certain nombre d'éléments, le BE, valeur ajoutée, etc. Alors ce qui était un tout petit peu délicat ici, c'est qu'en réalité, contrairement à ce que l'on a d'habitude avec un compte de résultat, on avait ici un tableau où en réalité on nous donnait un certain nombre de ratios. Et je dirais que selon moi, cet exercice, en tout cas la première question, était peut-être davantage mathématique que comptable, parce que finalement, il suffisait de regarder les ratios et la manière dont ils étaient construits pour pouvoir retrouver le montant de l'EBE, de la valeur ajoutée, etc. Donc par exemple, vous voyez, pour l'EBE, eh bien, je me suis servi du taux de 17%, et comme nous connaissons pour l'année N les capitaux engagés, eh bien, il suffisait de faire 2700 fois 17% pour en déduire l'EBE de la nouvelle année. À partir de là, on pouvait utiliser le ratio EBE sur VA pour en déduire la valeur ajoutée qui était de 1067. Et puis on pouvait remonter comme ça au chiffre d'affaires. Enfin, pour ce qui est de la part de la valeur ajoutée consommée en interne. Alors, je vous avoue avoir cherché cette notion exacte, je ne l'ai pas trouvée, pour être honnête. Donc, j'ai calculé quelque chose qui s'en rapproche. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le taux de valeur ajoutée par rapport au chiffre d'affaires et j'ai pris le contraire de ça. Donc, j'ai fait 1 moins 19%, ce qui me donnait 81%. Je vous avoue encore une fois que là-dessus, je n'ai pas, moi, trouvé la formule qui permet de le calculer exactement. Ça ne doit pas être compliqué et je ne dois pas être très loin du résultat, mais je n'ai pas trouvé, donc peut-être que vous aurez plus de chance, entre guillemets, que moi. Pour ce qui est de la CAF, là aussi, donc je me suis servi du ratio dette sur la capacité de remboursement, donc c'est dette sur CAF, dette financière sur CAF, et donc concrètement, en sachant que ce ratio est de 8,5, et en connaissant les dettes financières, eh bien on peut comme ça retrouver la capacité d'autofinancement. Enfin, pour ce qui est de la question 3, donc on trouvait de la même manière les ressources stables, parce qu'on connaissait les emplois stables et on connaît le fonds de roulement. Donc j'ai utilisé cette formule générale qui est que fonds de roulement est égal aux ressources stables moins les emplois stables. Là-dedans, j'avais comme inconnu les ressources stables que j'ai isolées dans mon équation et j'ai trouvé 2865. Même chose pour le BFRE et pour la trésorerie nette que j'ai calculée par différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Donc vous voyez, question 1, 2, 3, purement calculatoire, on va dire, pas forcément très intéressante, mais enfin, ça rapportait des points. La partie B consistait à nous appuyer sur les résultats fournis pour faire un certain nombre d'analyses. Alors, je vous ai livré ici un tableau de comparaison des principaux indicateurs entre N-1 et N, en vous montrant selon un différent coloris les éléments qui évoluent dans le bon sens et les autres. Alors, vous voyez par exemple qu'on a 3 éléments qui sont relatifs à la performance économique de l'entité et qui augmentent de manière plus ou moins sensible. Alors, par exemple, pour l'EBE qui est quasiment multiplié par 7, tandis que l'on voit une réduction, une fragilisation des éléments plutôt relatifs à la partie financière, notamment le fonds de roulement et la trésorerie nette. Donc, c'est ce que nous allons aborder tout de suite. Dans la première question, on vous demandait d'analyser sur environ une demi-page l'appréciation de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Je vous résume ici évidemment les points principaux, mais il s'agissait de montrer d'abord qu'on avait une amélioration du chiffre d'affaires, alors qui certes n'est pas extraordinaire, mais on a quand même 10% d'augmentation en un an, ce qui n'est pas négligeable. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vraie amélioration de la performance économique parce que la valeur ajoutée augmente 4 fois plus vite, 36%, et tandis que l'EBE, comme je vous le disais, est multiplié par 7, ce qui montre que l'on a une progression des charges qui est beaucoup plus faible que la progression du chiffre d'affaires. C'est ça qui explique ce gain de performance économique. On aurait pu le mesurer avec taux de rentabilité économique, taux de rentabilité financière, pourquoi pas, je ne l'ai pas fait ici, mais on aurait pu l'imaginer. En revanche, rien à signaler du côté du BFRE puisque on peut constater d'une année sur l'autre que il augmente mais de 6%, c'est-à-dire à peu près au même rythme que le chiffre d'affaires, ce qui veut dire qu'il n'y a pas ici d'évolution notable.
Pour ce qui est de la question suivante, on vous demandait d'expliquer l'impact de la réorientation de l'activité sur la solidité financière. Et bien là, pour le coup, question un peu surprenante parce que c'est plutôt le contraire. On a une détérioration de la situation financière que l'on voit notamment du fait que l'augmentation des emplois stables n'est pas compensée par une augmentation des ressources stables. Et on le voit très bien parce que si vous prenez votre énoncé, bon là je ne l'ai pas affiché dans le PowerPoint, mais si vous prenez votre énoncé, vous verrez que on a certes des ressources stables qui augmentent, mais on a des emplois stables qui augmentent encore plus vite, ce qui entraîne une réduction du fonds de roulement qui devient négatif. Donc ça, c'est quelque chose de problématique puisque ça veut dire que on n'a pas assez d'excédent de long terme pour financer les besoins de long terme. Donc on a là ici quelque chose qu'il faut absolument corriger. Pour le BFR, donc j'avais dit pas de changement particulier, mais du coup, on a une trésorerie nette qui d'abord, non seulement qui est déjà négative, ce qui est problématique, mais qui est encore plus négative. Donc là, on a vraiment un gros point noir de l'entité et ça s'est encore dégradé. Donc chute de la trésorerie nette et enfin, une capacité de remboursement dont vous voyez que ce ratio passe, je l'avais noté, à 8,5, alors qu'il est de mémoire à, je sais plus, 5 ou 6 pour l'année précédente. Donc, je vous rappelle, attention, hein, c'est un faux ami, la capacité de remboursement, plus le ratio est élevé, plus ça veut dire que les dettes sont élevées, donc justement, moins on est capable de rembourser. Et normalement, on sait que les analystes cherchent à faire en sorte que, ou plutôt ont confiance lorsque l'entreprise a un ratio qui est inférieur à 4 ou 3. Donc là, on est à 8,5, donc on est beaucoup trop élevé. Donc là, on a clairement un niveau de dette qui peut sembler problématique. Question 3, concluez brièvement sur les pistes d'amélioration de la situation. Alors, clairement, il faut une augmentation des ressources financières de long terme pour pouvoir retrouver un fonds de roulement positif. Alors, j'ai mis ou apport en capital. Je devrais plutôt expliquer non pas où, mais par apport en capital. Pourquoi? Parce que vous savez que les ressources financières sont constituées des capitaux propres, et en particulier du capital social tel qu'il est apporté par les actionnaires, mais aussi des dettes financières de long terme. Or, justement, on voit que notre capacité de remboursement étant déjà faible, il est peu pertinent d'augmenter encore le niveau des dettes. Donc ça veut dire qu'ici, il faudrait impérativement recapitaliser l'entreprise, donc avec une incorporation, une augmentation de capital. Il faudrait également mener en parallèle une réduction progressive de l'endettement, justement pour corriger le problème que je vous ai dit, hein, je parle de l'endettement financier. Enfin, on pourrait imaginer améliorer le BFRE via des mesures pertinentes. C'est-à-dire que vous voyez que le BFR, il est quand même très élevé, et il est encore en augmentation. Là, l'idée serait peut-être d'essayer de réduire ce besoin en fonds de roulement, notamment en faisant en sorte de payer les dettes commerciales plus tard, de faire en sorte au contraire que les clients payent plus vite via par exemple un système d'escompte de règlement, et puis en essayant d'améliorer la gestion des stocks. Alors évidemment, je n'ai pas d'informations là-dessus dans l'énoncé. On pourrait imaginer simplement en commentaire dire qu'il faudrait réduire le montant global des stocks pour réduire le besoin en fonds de roulement et essayer de faire remonter la trésorerie. Voilà donc pour ce premier exercice. Donc exercice pas forcément très compliqué, mais qui demande de bien s'y connaître en analyse financière. Exercice numéro 2. Alors exercice numéro 2, je ne vous cache pas qu'il m'a posé des difficultés. J'ai beaucoup hésité sur les principes rattachables aux opérations parce que plusieurs principes pouvaient être rattachés à plusieurs opérations. Donc je vous propose un corrigé. Encore une fois, autant il y a des choses sur lesquelles je suis certain, par exemple pour l'exercice précédent et les exercices suivants, autant là, je reconnais que celui-ci, peut-être que vous aurez une autre vision par un autre enseignant ou par une autre annale que vous pourriez, ou un autre corrigé que vous pourriez trouver par ailleurs. Donc voilà en tout cas mon interprétation. L'opération A, c'était le principe de bonne information parce que on montre ici que les comptes sont sincères dans la mesure où on reporte l'information que l'on a sur un client potentiellement défaillant. La B, ce sont les droits constatés parce qu'on enregistre des intérêts courus, mais encore non échus, donc sur une dette que l'on a envers, je ne sais plus si c'est un salarié ou un actionnaire ou un propriétaire, bref. D'ailleurs, la A, elle est fausse, hein, l'écriture, parce que quand on a un client qui est douteux, c'est l'ensemble de la créance qu'il faut passer en créance douteuse et pas simplement une partie. La C, j'ai considéré que c'était la non-compensation. La D, c'est un principe de prudence qui consiste à enregistrer les pertes potentielles. E, l'indépendance des exercices pour montrer que à chaque exercice, on doit rattacher une certaine part de la perte de valeur des éléments que l'on possède. F, c'est la permanence des méthodes pour montrer que concrètement, vu que l'on passe par le même fournisseur, alors dans tous les cas, puisque c'est un véhicule de tourisme, on doit compter la TVA avec, mais vous voyez là, je suis pas honnêtement pas sûr de moi. Et enfin G, je suis
plus sûr, c'est le coût historique, puisqu'on voit bien que, quelle que soit la valeur de marché de notre immobilisation que nous avons produite, ce qui compte, c'est l'ensemble des dépenses et donc des charges que l'on a dû supporter pour créer cette immobilisation. Voilà pourquoi je suis à peu près sûr de la G. Maintenant, voilà, la B aussi, je pense, mais pour les autres, je reconnais que sans doute qu'il pourrait y avoir une vision différente. L'exercice numéro 3. Alors, l'exercice numéro 3 est un exercice assez classique d'écriture comptable. Donc là, je vous présente les écritures telles que je les ai calculées. Donc le 11 mars, on vous dit que l'entreprise a acheté 100 kg de thé au prix unitaire de 36,52. Alors attention, 36,52 hors taxe évidemment, et c'est pour 1 kg. Le fournisseur conçoit une remise de 5%, et de plus l'entreprise payant au comptant par chèque bancaire a obtenu un escompte de règlement. Donc là, je vous rappelle que l'écriture consiste à enregistrer d'un côté la valeur nette commerciale des achats. Donc en fait, on fait 3652. D'ailleurs, c'est 100 kg. Donc 3652 dont on enlève 5%, c'est pour ça qu'on garde 3469,40. On a bien sûr la TVA qui va avec, mais attention, la TVA, ce ne sera pas 20% de 3469, parce que la TVA se calcule sur le dernier net financier. Ça veut dire qu'il faut d'abord compter l'escompte de règlement. Donc on prend 2% de 3469, on obtient 69,39 € que l'on met au crédit parce que c'est un escompte obtenu, parce que c'est une réduction financière pour nous. Donc c'est comme un produit financier. Et donc ça veut dire que la TVA va se calculer sur 3469 moins 69,39, ce qui fait grosso modo 3400 €, je vous arrondis près. Donc ça veut dire que la TVA porte sur 3400 €. 20% de ça, ça fait 680. Et c'est par différence que l'on peut trouver le montant que l'on va devoir verser au fournisseur, donc le montant de la banque. Pour l'écriture suivante, nous vendons 100 colis. Là, il n'y a pas de difficulté particulière. 100 colis en sachant que chaque colis était vendu 800. Donc, on a fait 100 fois 800, ce qui faisait 80 000. La TVA qui va avec. Et puisque l'on dit que le client accepte le même jour un effet de commerce, eh bien, on passe ça directement en 413, effet à recevoir, et non pas 411, créance client. L'écriture suivante. Donc, cette fois-ci, on acquiert et on met en service une installation technique. Donc là, il n'y a pas de difficulté pour ce qui est de l'acquisition. 500 000 €, 100 000 € de TVA. Attention au compte de TVA, 44 562. Quant au fournisseur d'immobilisation, eh bien, c'est le 404 fournisseur d'immobilisation. La somme des deux faisant 600 000 €. Et toujours dans la même écriture, j'ai fait l'amortissement. Donc là, j'avoue, l'énoncé était un peu ambigu. J'ai pas su s'il fallait faire l'acquisition et ou l'amortissement. Donc je vous ai fait les deux. Attention au calcul de l'amortissement, puisque c'est un amortissement linéaire sur 5 ans, mais qui commence au 14 mai inclus. Alors d'ailleurs, je me rends compte de quelque chose. Vous voyez, en le refaisant en direct, c'était acquis en N-1. Donc j'ai fait une erreur ici. Il faut que je mette 100 000 et non pas le montant que j'avais fait, parce que le montant que j'avais fait, pardon, le montant que j'avais inscrit serait valable pour N-1 et non pas pour N, puisque là, l'année est complète. Donc, on fait simplement 500 000 divisé par 5. Mais pour l'année précédente, attention, il aurait fallu compter le prorata temporis, c'est-à-dire compter la fraction exacte d'année qui va du 14 mai inclus jusqu'au 31 décembre. Ça veut dire que pour mai, il n'y aurait pas 16 jours, mais 17, parce que je répète que le 14 est inclus. Question suivante, là on faisait une écriture assez classique de stock. Donc je vous rappelle qu'il faut faire ça en 4 étapes. La première, c'est qu'on vide le stock initial pour la valeur brute. Donc c'est ce que j'ai fait ici, avec d'un côté le compte 60 et 71 pour les variations de stock, et en face, eh ben, on solde les comptes de stock. C'est pour ça qu'ils sont au crédit, donc pour voyer le montant brut initial. On va également reprendre toutes les dépréciations qui portaient sur ces stocks. C'est la deuxième étape. Et enfin, les étapes 3 et 4 sont les symétriques des deux premières. On va au contraire re-remplir le stock final pour les valeurs brutes constatées en fin d'année, et on va également enregistrer une dépréciation des stocks, donc en l'occurrence des stocks de matières premières. Écriture suivante, nous vendons 50 colis. Bon, ça, on vous demandait de ne pas enregistrer l'écriture. En revanche, on vous disait qu'il y avait une créance menacée à hauteur de 20%. Donc, il fallait ici passer deux écritures. Une première écriture où l'on va enregistrer la totalité de la créance en client douteux. Et je dis bien la totalité. Donc, c'est le TTC que l'on passe en client douteux. Alors que pour la dépréciation des créances, attention, ça porte toujours sur le hors taxe. Donc, en l'occurrence, le hors taxe était de 40 000 €. On prend 20% de ce montant, et voilà comment nous obtenons 8 000 €.
Enfin, le fournisseur de sachets doit accorder une ristourne gros client. La facture d'avoir correspondante n'a pas été reçue. Donc en fait ici, donc attention, on parle du fournisseur de sachets. Donc ça veut dire qu'on s'attend à recevoir une facture. Et d'ailleurs, je me rends compte ici que c'est l'inverse dans ce que j'ai écrit. Ce serait parce que j'ai cru que nous étions celui qui accorde. Donc en fait, ce serait 709 et là, ce serait 408 fournisseurs, facture à recevoir. Voilà, comme ça, je corrige en direct. Vous voyez, avec une deuxième relecture, je me rends compte. Concrètement, ici, nous sommes le client. Donc, on s'attend à percevoir une ristourne de 1500 €. Donc, alors si je réfléchis bien, par rapport à la facture, fournisseur facture à recevoir. La logique ici, vu que c'est une... Vous voyez, en fait, j'ai fait une petite inversion. Je la corrige en direct, comme ça, sous vos yeux. En fait, on a... Parce que vous voyez, j'avais fait l'inverse. En réalité, le 709, donc c'est un produit à recevoir. Donc, on va l'enregistrer en produit pour 1500 €. On va mettre en dessous la TVA à régulariser. Voilà, comme ceci. Voilà, pour 300 €. Et par contre, nous avons une réduction de dette fournisseur de 1800 €. On va harmoniser tout ça pour que ce soit plus joli. Voilà. Et donc concrètement, donc je vous réexplique rapidement l'écriture. Voilà. Donc je répète. D'un côté, nous avons une écriture assez classique de facture d'avoir, mais donc comme nous sommes le client, on s'attend à recevoir donc un RRR obtenu sur les achats. Mais simplement ici, alors d'ailleurs la TVA régularisée est là, voilà, là c'est bon. Comme nous n'avons pas encore reçu cette facture, eh bien nous allons le passer en facture à recevoir. C'est donc le compte 408 à la place du 401, et puis on fera la modification l'année prochaine. Voilà donc pour cette écriture. Ensuite, il y avait quelques questions de définition, alors assez facile, la différence entre charges fixes et charges variables. Donc les charges fixes, évidemment, sont stables, quel que soit le niveau d'activité. Alors ça n'est jamais complètement vrai dans la réalité, mais par hypothèse, ici, dans les énoncés, c'est ce que l'on pose. Donc une charge fixe globale est fixe, tandis que les charges variables, ce qui est sous-entendu, c'est qu'elles augmentent plus ou moins proportionnellement en fonction du volume d'activité, c'est-à-dire de la quantité de biens produits et vendus. C'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. Tandis que quand on va parler de charges directes et indirectes, là on aura un point de vue différent, c'est que les charges directes peuvent être directement rattachées à une famille de produits fabriqués, tandis que les charges indirectes ne peuvent pas être directement rattachées, elles doivent d'abord être réparties, puis affectées aux différents produits en fonction d'une certaine clé de répartition. L'exemple typique, c'est que vous êtes un supermarché, lorsque vous achetez des paquets de lessive aux fournisseurs, c'est une charge directe puisque évidemment, vous savez exactement quelle est la quantité de lessive que vous achetez. En revanche, si vous imaginez un rayon sur lequel il y a différents paquets de lessive et puis il y a d'autres produits et que vous avez une lumière par exemple qui se diffuse sur l'ensemble du rayon, eh bien ça veut dire que la charge de lumière, le coût de la lumière, il faudra le répartir en fonction des différents produits qui sont éclairés. Donc c'est pour ça qu'il y aura une clé de répartition à choisir, par exemple la surface au sol. Pour chacune des charges supportées, dites si elle est fixe ou variable, bon là c'était assez intuitif. D'abord, toutes les charges qui sont relatives à la composition d'un colis sont variables par définition, dire que plus on achète de thé, plus ça coûte cher, les colis, le carton, etc. Donc tout ça c'était variable. Pour ce qui était des frais de livraison, il y avait une partie fixe, une partie variable. Les frais de publicité, par hypothèse, sont fixes, puisque ça ne dépend pas du fait qu'on vend un sachet en plus ou en moins. L'amortissement du matériel, évidemment, est complètement fixe. Les salaires annuels, on vous disait rien, donc par hypothèse, c'est fixe. Pour les salaires des ouvriers, une partie fixe, une partie variable, etc., etc. Donc vous avez compris, dès l'instant où la charge varie en fonction de la quantité de colis vendus, c'est variable, sinon c'est fixe. Pour la 4, enfin, définissez en quelques lignes les notions suivantes. Alors, le coût d'achat, ça comprend le prix d'achat des produits et l'ensemble des frais d'approvisionnement, qu'ils soient directs ou indirects. Le coût de production comprend d'abord le coût d'achat et puis l'ensemble également des frais directs et indirects de production. On parle également de frais de fabrication et donc le coût de production est la somme de tout ça. Le coût de distribution comprend uniquement les frais directs et indirects de distribution liés à la vente des produits, tandis que le coût de revient qui correspond au coût complet va correspondre à la somme de tous les frais d'achat, les frais de production et les frais de distribution.
Donc ça veut dire que par rapport à ce que l'on a, on pourrait dire que c'est par exemple le coût de production, puisqu'il inclut déjà le coût d'achat, plus le coût de distribution. Question 5. En considérant une production annuelle totalement vendue de 10 000 colis, calculez le coût de revient. Donc, regardez ici concrètement comment j'ai fait, puis vous pourrez revoir tranquillement la vidéo pour faire vos calculs. Donc, on commence par le coût d'approvisionnement. Donc, j'ai toujours raisonné, vous voyez, par rapport à 10 000 colis. Donc, le 465,75, je l'ai obtenu comment? Eh bien, j'ai pris un colis et j'ai multiplié à chaque fois la quantité d'un carton. Il y avait un seul carton multiplié par le coût d'un carton. Donc, j'ai tout ramené vraiment à l'unité. Et donc, on voit que pour un colis, rien qu'en termes de coût d'achat des produits qu'il y a dedans, ça coûtait 465 €. Les frais de livraison fixes étaient de 12 000 €, soit 1,20 € par colis. Les frais de livraison étaient variables, 1 € par colis avec 10 000 colis, ce qui fait 10 000 €. Et on obtient, vous voyez, un premier sous-total qui est le coût total d'approvisionnement, où j'ai simplement fait la somme des 3 lignes qu'il y a au-dessus, et ça fait 467 € par colis. J'ai ensuite fait les frais de production en distinguant bien la partie fixe et variable. Donc pour les salaires fixes, je suis parti de 88 000. Pour les salaires variables, au contraire, je suis parti de 2 € l'unité par colis que j'ai multiplié par 10 000 colis. L'amortissement, je suis parti du fixe. Les charges de production fixes, je suis parti de 12 000 €. Et les autres charges de production variables, je suis parti de 25 centimes par colis que j'ai multiplié par 10 000 €. Et pour le coût de production, donc regardez bien, j'ai additionné tous mes frais de production plus mon coût total d'approvisionnement. J'ai fait la même chose pour le coût de distribution et je trouve un coût de revient, si je ne me suis pas trompé, hein, peut-être que, a priori j'ai revu mes calculs, mais enfin une erreur peut toujours arriver, mais a priori je trouve un coût de revient de à peu près 5 millions d'euros. Quand je prends le chiffre d'affaires et que j'enlève ce coût de revient, je trouve le résultat de mon activité qui ici est positif d'un peu moins de 3 millions d'euros. Calculer le seuil de rentabilité. Alors le seuil de rentabilité, je vous rappelle que ça permet d'indiquer quel est le volume d'activité nécessaire pour que l'entité soit rentable. Donc ça veut dire que concrètement, euh, il faut bien distinguer, surtout ça c'est très important, pensez bien à le faire, il faut distinguer la partie charge fixe et charge variable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon tableau précédent et j'ai fusionné toutes les charges variables entre elles. Donc ça part du coût d'approvisionnement avec, vous voyez, frais de livraison variable, salaire variable, etc. Et d'un autre côté, j'ai au contraire regroupé les charges fixes. Donc je suis parti du chiffre d'affaires, j'ai calculé les charges variables, et par différence, je trouve la marge sur coût variable. Donc chiffre d'affaires moins charge variable. Et j'ai, vous voyez ici, exprimé tout ça en pourcentage de chiffre d'affaires, ce sera utile pour la suite. J'ai ensuite donc mis les charges fixes, et par différence, je retrouve bien sûr mon résultat que j'avais précédemment, c'est normal. Pour le seuil de rentabilité en valeur, je vous rappelle la formule, on fait charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable, donc c'est-à-dire 414 000 € divisé par 40,85%, et je trouve un peu plus de 1 million. Quant au point mort, je vais peut-être le présenter de manière un peu plus claire si j'y arrive. Voilà. Quant au point mort, eh bien concrètement, quant au seuil de rentabilité en volume d'abord, eh bien je pars du seuil de rentabilité en valeur et je divise par le prix de vente d'un produit, soit ici environ 1267 colis qu'il faut vendre. Quant au point mort, eh bien je divise le seuil de rentabilité par le chiffre d'affaires et je multiplie par 365 pour l'exprimer en nombre de jours. Alors, qu'est-ce que l'on peut remarquer ici très clairement? Eh bien, on peut observer qu'on a un seuil de rentabilité qui est très bas. C'est-à-dire que, vous voyez qu'on a un chiffre d'affaires ici de 8 millions et le chiffre d'affaires minimum pour être rentable est de seulement 1 million. Donc, on est très très au-delà. Comment expliquer? C'était la question 7. Mon interprétation, c'est que tout simplement, d'abord, on a un taux de marge de base qui est assez élevé, mais surtout, le seuil de rentabilité est très bas car l'essentiel des coûts sont variables. Si vous regardez bien, on a quand même 60% des coûts qui sont variables et la charge fixe est très faible. Donc finalement, avec une faible charge fixe et l'essentiel des coûts qui sont variables, parce qu'en fait, si vous regardez uniquement par rapport aux coûts, ça veut dire que 90% des coûts quasiment sont variables. Donc c'est pour ça qu'on a un seuil de rentabilité très bas, puisque même si on vend moins, en fait, on va acheter moins, ce qui permet aussi de réduire les coûts. Voilà donc pour cet exercice, je vous propose de terminer avec l'exercice numéro 4. Donc là, l'exercice numéro 4, c'était globalement un exercice qui portait plutôt sur les questions du cours. Donc d'abord avec le principe centralisateur, donc je vous rappelle qu'il s'agit de centraliser toutes les informations comptables au même endroit et dans une unique base de données, ce qui permet évidemment de récupérer facilement les données comptables en cas de besoin, puisqu'elles sont toutes dans potentiellement le même logiciel, ce qui est évidemment beaucoup plus facile pour retrouver l'information et pour pouvoir faire les différents documents comptables.
Pour les 5 journaux divisionnaires, donc je vous rappelle qu'il y a les journaux d'achat, de vente, le journal de banque, le journal de caisse et le journal des opérations diverses. Donc chaque journal ayant sa propre logique évidemment, regroupée au sein donc, du journal principal, et ce qui permet de faire apparaître les informations de manière thématique. Et je vous rappelle que les comptes de virement internes, donc c'est le compte 58 ou parfois 580, c'est utilisé par exemple quand on va faire des transferts entre les différents comptes de trésorerie, quand on passe notamment de la caisse à la banque ou de la banque à la caisse, comme c'était le cas dans la question suivante. On vous disait enregistrer un dégagement de caisse d'un montant de 1800 euros. Donc en fait, ce que l'on fait, même si je vous avoue que parfois on fait directement 53 vers le 512, hein, mais si on veut faire ça rigoureusement, il faut d'abord passer du 53 au 58 pour montrer qu'on fait un virement interne, et ensuite on rebascule du 58 vers le 512, donc voilà, il n'y avait rien de compliqué par rapport à ça. Pour la B, donc expliquer en quelques phrases quelles créances peuvent faire l'objet d'une augmentation de capital par compensation. Donc je vous rappelle que l'idée ici, c'est de dire que en fait, on a des dettes, d'accord? Et l'idée, c'est qu'on va faire une augmentation de capital en transformant une dette en augmentation de capital. Donc au lieu de devoir de l'argent et de le rembourser, eh bien on va faire en sorte que notre créancier, donc nous sommes son débiteur, eh bien obtienne des parts de la société. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout créancier peut être concerné par ça. Il faut simplement que la créance soit liquide et effectivement exigible. Mais en termes de créancier, ça peut être un salarié, ça peut être un créancier bancaire, ça peut être un créancier commercial, peu importe, ça peut être un associé. Voilà, tout créancier de la société peut, sauf l'État évidemment, mais à part l'État, tout créancier peut devenir actionnaire de l'entreprise. Donc on vous demandait ici d'enregistrer l'écriture. Donc vous voyez un exemple. Alors la seule chose que je n'ai pas comprise ici, c'est si la prime d'émission était comprise dans les 10 000 euros, 10 000 euros ou pas. Je vous avoue que c'était un petit peu ambigu. Donc moi je suis parti du principe que la dette envers notre fournisseur était de 10 000 euros. Et bien donc vous voyez, je vais la solder complètement en la mettant au débit. Et en contrepartie, je vais faire une augmentation de capital avec les 9 000 qui vont partir en capital souscrit et les 1 000 euros de prime d'émission. Voilà pourquoi nous avons deux comptes différents en face. Voilà ce que je pouvais vous dire concrètement sur cette annale d'examen, donc qui était à mon avis d'une difficulté modérée. Il y avait des éléments qui étaient compliqués, hein. Je vous ai dit, même moi, pour l'exercice numéro 2, je ne suis pas forcément sûr de moi. Pour les autres exercices, c'était relativement, non pas forcément classique toujours sur la forme, mais classique sur le fond, avec comme d'habitude une partie analyse financière, une partie écriture comptable, une partie un peu plus conceptuelle sur des questions de cours. Donc si vous révisez bien le poly qui est à votre disposition et en vous aidant éventuellement d'un manuel supplémentaire, vous devriez tout à fait vous en sortir en sachant que le jour de l'examen, commencez toujours par les exercices qui vous attirent le plus, hein, sur lesquels vous êtes le plus à l'aise. Comme ça, vous essayez de récupérer un maximum de points sur ceci et puis vous terminez par le plus compliqué à la fin, s'il vous reste du temps. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage pour vos examens et peut-être à très bientôt.